Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Voilà bien longtemps que nous n'avions pas d'invité dans notre podcast et nous avons la chance cette semaine d'accueillir un nouvel invité. Il nous raconte son parcours depuis Mulhouse lorsqu'il avait 8 ans et son arrivée récente en équipe de France. Il nous parle sans langue de bois de son épisode à Tourcoing, la fin malheureuse à Reims et sa nouvelle aventure en équipe de France. Un épisode passionnant. Allez, c'est parti! Dans cet épisode, nous avons la chance d'avoir un invité. Ça fait quelque temps que nous n'avions plus d'invité, mais l'actualité ne nous permettait pas forcément de le faire. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Julien Hoffner, international français, gardien de but. Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Julien Hoffner, j'ai 25 ans, je suis originaire de Mulhouse et donc comme tu disais, ouais, je suis joueur de water-polo, gardien de but et ingénieur à mi-temps aussi à côté. Pour commencer, pour ceux qui te connaîtraient pas trop, donc effectivement, on ne savait pas forcément que tu étais originaire de Mulhouse, même si ton nom nous faisait penser que tu venais d'Alsace. C'est quoi ton parcours en termes de water-polo, en termes de club? Bah alors moi j'ai commencé le water-polo assez jeune, je commençais à 8 ans du coup à Mulhouse. J'ai fait toutes les catégories jeunes là-bas et j'ai joué en N3, N2, N1, donc j'ai fait de mes 8 ans à 18 ans à Mulhouse. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller à Strasbourg. Ça a pu bien coïncider avec la suite de mes études d'ingénieur. Donc, j'ai fait 3 ans à Strasbourg jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. Donc, à cette époque-là, j'étais la doublure d'Hugo à Strasbourg. Donc, c'était plutôt assez enrichissant. Ensuite, une fois que j'étais diplômé, j'ai pris la décision de partir pour être premier gardien quelque part. Donc, j'avais plusieurs opportunités, mais au final, j'ai atterri à 7. J'ai fait une saison là-bas en tant que premier gardien. Ça s'est plutôt bien passé. Mais malheureusement, j'ai pas pu rester là-bas. J'avais pas forcément beaucoup d'opportunités. Donc, je suis allé à Tourcoing par rapport au projet qu'ils avaient présenté. D'un point de vue sportif, j'ai fait 2 belles années là-bas. Que ce soit la première année avec Clément ou la deuxième année avec Banet, donc Mitrovic. Au final, tout le monde connaît la situation de Tourcoing. Donc, moi, j'ai anticipé en tant que gardien, vu que c'est pas facile de trouver un club. J'ai décidé de partir donc pour pouvoir jouer et être sûr d'avoir un club cette saison. Donc, je suis parti à Reims, une équipe où je connaissais beaucoup de joueurs et dont certains avec qui j'avais déjà joué. Donc, me voilà aujourd'hui, après une saison à Reims. Julien, ça a toujours été depuis le début la cage ou est-ce que tu as évolué à un autre poste que la cage? Alors, au tout début, je pense que j'étais un peu aussi en dehors de la cage, mais très vite, je faisais moitié-moitié avec d'autres joueurs de l'équipe de Mulhouse en jeune. Mais c'est vrai que ça m'a tout de suite attiré et l'aspect un peu d'apporter quelque chose de différent à l'équipe en faisant des arrêts, ça m'a tout de suite plu. Donc, on va dire, je pense que vers 11-12 ans, j'étais direct dans la cage. Alors, par rapport à ce parcours, moi, il y a une question qui me vient. Bon, elle n'est pas forcément très agréable, mais on y reviendra probablement après. Tu as été à Tourcoing, malheureusement, Tourcoing a fermé, on va dire comme ça. Enfin, en tout cas, l'équipe première n'est pas repartie. Là, malheureusement, Reims, un peu la même chose. Comment tu as vécu ces deux aventures-là? C'est 2 aventures totalement différentes parce que les raisons sont pas la finalité reste la même, mais les raisons sont pas du tout la même. Dans les 2, j'étais dans des bons groupes et j'ai vécu de belles choses, que ce soit à Tourcoing et à Reims. Mais par rapport à l'ossature des clubs, c'est vrai que, à Tourcoing, on s'est pas du tout battu pour aider le club à sauver avec tout ce qui s'est passé sur les 2 saisons que j'ai fait là-bas. Beaucoup de non-dits, de mensonges et de choses. Enfin, honnêtement, je sais même pas exactement les chiffres, ce qui s'est passé, et cetera. Donc, un gros bourbier, comme on peut dire. À Reims, c'était un peu différent parce que c'est beaucoup plus triste, je trouve. Enfin, sur les dernières saisons, hein, parce que quand on connaît l'histoire de Tourcoing, c'est aussi triste. Mais je veux dire sur
la raison de la fin, c'est aussi pour ça que je me suis engagé à Reims, parce que l'équipe et le club méritaient qu'on reste en première division. Et c'est vrai que c'est pour des raisons assez futiles et un peu une guerre interne que le club ne pourra pas se relancer en première division. Donc c'est assez triste du côté de Reims. Mais oui, enfin, aussi triste pour le Water français. Et c'est vrai qu'après, quand on est dans une équipe, peu importe comment elle a été formée, on vit des choses assez fortes et on a envie de performer, etc. Après, c'était, c'est clair, ça se passe pas forcément comme prévu par rapport à des éléments extérieurs, mais en tout cas, moi, que ce soit du coup en Reims, j'ai vécu de belles années et genre, je regrette pas du tout d'avoir fait ces expériences-là. Est-ce que, Julien, est-ce qu'à Tourcoing, vous le voyez arriver quand même le souci et est-ce que vous avez quand même été bien conscient que ça allait finir par s'arrêter et même si tu dis, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu parles de non-dits, de mensonges et tout ça, est-ce que vous sentiez quand même la catastrophe arriver ou est-ce que vous avez été surpris? Bien sûr, quand le sentais arriver, franchement, j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai jamais reçu mon salaire de manière normale et on avait des retards dès le premier mois que j'ai fait dans ce club. Donc forcément, au bout d'un moment, avec toutes les histoires qu'on entendait par rapport aux hôtels impayés, nous, nos salaires en retard, pareil, plein d'autres choses, je savais très bien que ils m'ont vendu un projet pour cette saison, comme quoi je pouvais être premier gardien, jouer la Coupe d'Europe, etc. Mais je savais très bien que, vu la situation du club qui était en redressement judiciaire et en période d'observation, je savais très bien qu'il allait être liquidé avec tous les problèmes de documentation que le mandataire judiciaire demandait et qu'ils n'arrivaient pas à lui fournir. Du coup, bah moi, j'ai honnêtement, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont restés parce que j'imagine, par rapport au salaire qu'ils proposaient, ils préféraient rester. Moi, personnellement, je pense pas avoir le même salaire que les autres et c'est pas ce qui m'intéressait le plus et moi, c'était plus le côté sportif. Donc je savais que ça allait s'écrouler, donc j'ai décidé en mai de partir et de trouver un autre club. Mais bien sûr que tout le monde savait que c'était la merde au club. Toi, t'as pas fait la dernière année, l'année l'année où le club s'écroule. T'as pas fait cette année-là. Enfin, c'est à cheval. Je veux dire, le club, il a été liquidé en septembre 2024. Les joueurs qui étaient repartis sur une saison, bah, ils ont dû retrouver un club en fin septembre-octobre. Moi, la seule différence, c'est que je suis parti à la fin de mon contrat et j'ai pas signé une saison en plus, sachant la situation du club. Donc, on va dire, j'ai juste anticipé mon avenir par rapport aux autres. Et, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez frapper à quelle porte quand il vous manque le salaire ou qu'il n'est pas versé ou que vous allez frapper à la porte de qui? Le directeur général, le président? Parce que moi, j'ai jamais connu ça. Non, ben, on était en contact avec Julien Rost. Après, c'est vrai qu'il n'était pas trop présent à la fin. Pendant les matchs, il partait au milieu du dernier quart-temps pour pas nous croiser. Et vu que, enfin, tout le monde le sait un peu, pour moi, c'est un mythomane et c'est limite une maladie. Donc, au final, il peut te dire n'importe quoi et c'est juste fatigant mentalement. Donc, au final, ben, nous, on s'entraînait pour nous. Il y en a qui visaient les jeux. Pétard, il a très bien géré l'aspect social dans l'équipe. Du coup, on a continué à s'entraîner, etc., malgré les conditions. Mais c'est vrai que c'était assez lourd au quotidien parce que, enfin, il y en a, ils dépendent de ça pour leur famille, ils sont là avec leurs enfants, etc. Donc, au quotidien, comme une entreprise, quand les salariés ne sont pas payés, moi, la motivation descend. C'est vrai que moi, j'ai mon backup avec mon deuxième salaire, donc j'étais moins impacté. Mais au final, quand tu vois que toute l'équipe est pas motivée, ça c'est triste à l'entraînement. Mais oui, enfin, c'est Julien avec qui on était en contact, mais il pouvait te raconter n'importe quoi. Donc, au final, c'était comme si on parlait à personne, quoi. Et l'ambiance dans l'Égypte, du coup, elle restait solide. Oui, là, donc c'est une expérience qui nous a soudés aussi. On est restés très soudés. Et je pense que Pétard a vraiment eu un rôle là-dessus parce qu'il a su relâcher au moment où il fallait. Il nous a pas mal discuté avec nous aussi. Je pense que c'est ce qui a permis que le groupe reste soudé. Au final, il y avait une très bonne ambiance entre nous malgré tout ce qui se passait autour. Et les étrangers, un gars comme Mitrovic qui vient de Hongrie, donc qui est quand même double champion olympique,
comment ils vivent comment ils ont vécu la situation et parce que c'était peut-être un petit peu nouveau pour eux aussi. Quand tu arrives dans un nouveau club à l'étranger, machin, et que tu pas payé au début, enfin, c'est flippant quand même. Ils ont réussi à nous tenir parce que dès qu'ils sentaient que l'équipe était en train de partir mentalement, ils faisaient un virement de 500 euros par-ci par-là. Tu te diras, on a quand même l'argent, ça arrive. Donc au final, ça relançait un peu. Il y a un peu l'espoir. Et après, comme je disais, de dire, on a fait les virements, ça devrait arriver, et qu'au final, c'est pas vrai, ça arrive jamais. Enfin, Mitrovic, c'est un mec, c'est un mec en or. Il est super gentil. Je pense que un tout petit peu naïf de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que il a cru tout ce que le club lui a dit, alors que ça s'est pas forcément passé de cette manière. Mais après, le plus important, lui, c'est sa rigueur d'entraînement. Donc, son métier, c'est de s'entraîner dur. Il m'a pris sous son aile et on a continué à bien s'entraîner, peu importe les, les choses qui se passaient autour. Moi, je suis bien content de tout ça. Non, moi, je t'avoue que quand, alors j'étais content qu'il y ait un nouveau club comme ça, qui arrive, de manière assez puissante pour concurrencer, enfin pour s'immiscer dans le top 2, 3, 4. Mais c'est vrai qu'au vu des salaires qu'on annonçait et tout ça, je me disais: «Waouh, quand tu commences à faire des additions, des multiplications, fois 10 mois, fois 12 mois, les apparts, les machins», j'arrivais quand même à un total qui était assez hallucinant. Je me demandais quand même si ça allait tenir et puis, bah, oui, oui, ça a pas tenu, ça a pas tenu. Moi, ce que je reproche, c'est pas, d'avoir eu le la folie des grandeurs, c'est de promettre des choses à des gens, que tu sais pertinemment, c'est-à-dire qu'il y a pas de surprise. Tu sais pertinemment que tu Non, pourras mais pas honorer des je suis engagements. complètement d'accord. Voilà, c'est ça qui me gêne le plus. Je sais pas du tout comment ils ont fait leur budget, mais c'est clair ils devaient pas être à l'équilibre. Mais Mais est-ce que le contact que vous aviez, vous les joueurs, et la négociation des contrats, elle était faite avec le directeur, là, c'est ça, Julien Host, ou avec le président? Comment ça se passait? non, c'était avec Julien Host. Après, enfin, moi, je suis pas dans la même situation que les autres. Je veux dire, moi, je suis pas allé à Tourcoing parce qu'ils me proposaient plus d'argent ou quoi. Moi, ils m'ont proposé la même chose qu'à 7. Et moi, c'est vraiment l'aspect sportif qui m'intéressait parce qu'on m'a vendu de jouer la Champions League, d'être en concurrence avec Clément Dubois. Moi, je savais que c'était 2 ans avant les Jeux. La meilleure façon d'être deuxième gardien de l'équipe de France, c'est de s'entraîner avec le deuxième et d'essayer de prendre sa place. Enfin, moi, je voyais plutôt l'aspect sportif. Pas du tout l'aspect monétaire. Après les autres, oui, moi aussi j'ai entendu qu'ils avaient des gros salaires, et cetera. Je connais pas les chiffres et ça m'intéresse pas. Et au final, est-ce qu'ils ont tout le monde a touché tout leur dû? Je pense pas non plus. Ou il y en a beaucoup qui ont attaqué le club en justice. Normalement, quand un club il est en redressement judiciaire, quand il y a eu des impayés en amont, c'est les AGS qui prennent le relais et en une semaine, on reçoit tout l'argent qui nous manquait. Sauf que les contrats étaient tellement pas clairs par rapport à la documentation, on n'a jamais touché cet argent et au final, le club a été liquidé et enfin moi, je sais que je me suis pas on va dire, je me suis pas fait chier à attaquer le club en justice et cetera parce que c'est une grosse charge mentale et ça peut prendre du temps et je préférais oublier cette personne, que ce soit Julien Host et tout le club, parce qu'ils méritent pas de passer du temps à se battre pour eux. Donc moi, j'ai fait une croix sur cet argent, mais c'est mon choix personnel. Je sais que les autres, ils vont plus se battre parce que c'est des sommes aussi beaucoup plus importantes. Mais ça montre que oui, enfin, c'est l'argent qui tient les gens et que c'est aussi pour ça, je pense que tout le monde avait re-signé une saison là-bas parce que ils s'étaient surpayés par rapport au monde du water-polo et qu'ils se sont dit: «Bah, OK, on reste un an de plus pour se faire d'argent». Mais après, c'était utopique, enfin, pour moi, c'était utopique, complètement. Après, moi, il y a un questionnement et c'est ce que j'avais expliqué dans l'épisode, numéro 1 qui commence à dater un petit peu, qu'un directeur général, puisque c'était son titre, c'est un salarié du club. C'est un salarié du club et que donc, à un moment donné, dans un club, dans une entreprise, dans tout ce que tu veux, il y a des conseils d'administration, il y a les commissaires aux comptes, ils valident les comptes et tu fais pas le trou. Donc on a finalement parlé, au début, on était à 600 000, on a finalement parlé d'1 million. Le président, je vais pas faire une fixette sur lui, mais il valide, moi, demain, je découvre qu'on m'a fait un enfant dans le dos, en me mentant, je suis à la présidence et j'ai un directeur général qui fait un peu n'importe quoi, je le dégage et puis je repars sur quelque chose. Mais finalement, je m'aperçois quand même que ça a perduré, ça a été on peut pas être surpris après de la fin de l'aventure de Tourcoing.
Le personnage le plus important d'un club, c'est le président et le président, il doit, prendre les décisions. Si quelqu'un déconne dans l'organigramme, bah, il le recadre et stop et apparemment ça n'a pas été fait. Ouais, mais après, enfin, d'intérieur et d'extérieur, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas, on sait pas comment ça s'est passé. Si vous me demandez, quel était le président à l'instant T ou à l'instant T+1, je saurais pas non plus, vous répondre. Pourtant que la page, se tourne, que le club a été liquidé et qu'il reparte, de tout en bas, après, aujourd'hui, parce que enfin moi je sais pas du tout, qui a repris, la présidence, du club, si c'est les mêmes personnes qui gèrent le club. J'espère pas pour eux, mais en tout cas oui, il y a beaucoup de choses, qu'on saura jamais et même, tout ce que vous avez dit dans votre premier épisode, c'est très loin de la vérité aussi et même nous, en tant que joueurs à l'intérieur, on connaît pas la vérité et on sait pas l'ampleur, de ce qui s'est vraiment passé. Enfin donc tout le monde a laissé des plumes quand même dans cette aventure. Oui, oui, ça c'est sûr, hein. Mentalement parlant, tu ressors pas intact, d'une expérience, de cette expérience. On voit que tu es affecté et je pense que, on va peut-être passer du côté de Reims, où là, peut-être me semble que tu es encore plus affecté parce que, parce qu'il y a une tentative de sauvetage, on va dire comme ça. En tout cas, ils avaient créé une association, si je dis pas de bêtises, donc c'est, Nicolas et toi qui avez créé cette association, Sauvons Reims. Ça avait démarré donc avec une cagnotte où au départ on parlait de, je crois, 100 000, c'est descendu à 50 et puis finalement ça s'est pas fait, voilà. Alors si tu peux, nous conter, je veux dire un peu comme ça aussi, nous conter cette aventure parce que sportivement, sportivement on l'a souligné plusieurs fois dans nos épisodes, Reims finit, enfin à la fin du championnat finit 5e. On a critiqué, le dernier match pour faire la 5e, 6e place qui finalement n'apportait rien, pour rester qualifié en Coupe d'Europe. Puis, finalement, Reims, ne repartira pas, hein. On a appris ça assez récemment quand même, donc, le club serait liquidé. Il va pas être, liquidé, enfin je vais vous expliquer, mais pour le moment, il est juste en redressement judiciaire et en période d'observation et la période a été prolongée jusqu'au le 15 octobre, je crois, de mémoire. OK, vas-y, je te laisse la parole pour, un peu nous expliquer tout ça. Mais déjà, ouais, pour, mettre les choses au clair, moi, j'ai pas du tout envie que Reims soit affilié, à Tourcoing, par exemple, parce que, pour moi, c'est pas du tout, la même, ADN, dans l'équipe. C'est pas du tout, la même, gestion, c'est pas du tout les mêmes trous, financiers. Ils se sont pas du tout enflammés. Donc ça, c'était juste, pour mettre, les choses au clair. Après, bien sûr, moi, ça m'impacte, beaucoup parce que en fait, j'ai vu, l'émotion, la passion, dans les yeux, enfin, surtout de mon coach, Sacha Krivokapic. Enfin, pour moi, enfin, ce qui m'a donné envie de me donner les moyens, d'essayer de faire une mission sauvetage, c'est au dernier match à domicile de la phase régulière. Donc à ce moment-là, on avait déjà eu des discussions avec le président, il nous avait présenté un peu la situation, le budget et nous, on savait très bien qu'on pouvait pas repartir. Donc, on avait dit que c'était un peu le dernier match à domicile, à Reims, de son histoire et quand tu vois à la fin le coach fou à haranguer enfin le public qui était venu en nombre, à pleurer, des personnes dans le public qui pleurent, enfin, c'était vraiment assez marquant émotionnellement parlant. Donc à partir de là, on s'est dit: «Bah, on peut pas disparaître, sans avoir essayé quelque chose». Donc, parce qu'au final, nous, joueurs, on a été informés de la situation en janvier, comme quoi c'était pas sûr qu'on puisse repartir. En février-mars, on nous a présenté un budget, insuffisant pour avoir au moins, 7 joueurs, d'un niveau correct, pour repartir, sur une saison en élite. Donc ça, c'était notre condition d'avoir au moins un set de base pour jouer. Très honnêtement, on aurait pu repartir avec, 3 ou 4 joueurs, mais bon, pour prendre, 30-0, à tous les matchs, enfin, je pense que déjà pour le championnat, ça a aucun intérêt et pour les joueurs, présents, non plus. Donc, à partir de tout cela, en discussion avec, le président, on a décidé de faire une, campagne, participative pour, collecter des fonds. Donc, de base, c'était pas prévu de créer une asso, sauf que le problème, c'est que le 15 avril, le club a été, par la demande,
du président de placer le club en redressement judiciaire pour geler les dettes. Mais du coup, on pouvait pas faire une campagne de collecte de fonds parce qu'en final, via le club, parce que les dons auraient juste permis d'avoir un trou financier moins important. En fait, on va dire que le mandataire judiciaire, il aurait fait ce qu'il veut de l'argent à cet instant T. Donc, le plus smart, on va dire, c'était de créer une asso, de collecter les dons via cette asso et de faire une convention avec le club pour dire, ah bah tiens, là, les déplacements, ils vont me coûter, ce déplacement me coûte 1 000 €. Ok, on vous donne 1 000 €, etc., etc. Au final, on avait beaucoup de bâtons dans les roues. Juste de faire la campagne, tu allais créer une asso, donc il y a toute la paperasse administrative qui a pris un peu de temps. Après, il fallait préparer la campagne. On a décidé de la lancer sur Hello Asso parce qu'il n'y avait pas de frais. On pouvait rembourser les gens assez facilement au cas où on n'atteignait pas notre objectif. Donc, c'est vrai qu'on a parlé d'un objectif de 150 000 € au début. C'était pour essayer de garder la même équipe que cette année. Au final, on a mis plusieurs paliers en se disant que bon, oui, à partir de 50 000 €, on pourrait repartir sur une saison sportive. Avec des chiffres, on peut dire beaucoup de choses, avec des tableaux également. Mais on va dire qu'il y a eu un vrai élan au début, au lancement de la campagne. On a eu beaucoup de partages sur les réseaux sociaux, notamment ouais, Facebook, Instagram, toute la communauté politique a partagé en nombre. On avait vraiment vu une vague de soutien et ça nous a, enfin moi personnellement, ça m'a donné envie de m'investir encore plus, de tout faire pour trouver les fonds. Donc en fait, j'ai démarché des entreprises, on a fait beaucoup de pubs sur les réseaux, avec la personne de la com du club, on a fait pas mal de photos, de vidéos pour raconter un peu l'histoire de l'équipe et du club. Tout se goupillait super bien. Le président m'avait dit fais une demande de rescrit fiscal quand même à la DGFiP, donc à la direction des finances des impôts, pour être sûr d'être éligible à la réduction d'impôts. Pour moi, je voyais pas pourquoi on serait pas éligible, sachant que on est à but non lucratif et qu'on a le caractère sportif, donc qui normalement donne l'éligibilité au régime du mécénat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette demande, normalement, elle est non obligatoire, qu'ils ont un délai de réponse de 6 mois. Bien entendu, moi, j'avais pas le temps d'attendre 6 mois pour avoir la réponse, donc on a un peu fait le forceps pour avoir la réponse plus rapidement, ce qui n'était pas forcément bien vu. Je sais que j'ai appelé plusieurs fois la personne en charge du dossier qui n'en avait rien à carrer de l'urgence de la situation. Au final, plusieurs billets, on a réussi à avoir une réponse début mai. Et c'est pile au moment où je passais dans tous les médias locaux, que ce soit en live à la télé, dans les radios, etc. Donc vraiment, il y avait un vrai engouement. On a mis un peu la mairie de Reims en porte-à-faux parce que c'est devenu un peu le sujet du moment sur les réseaux sociaux. Ils ont dû se défendre parce que pour eux, il y a les élections municipales l'an prochain, donc ils veulent pas, on va dire qu'ils veulent pas perdre les élections. Enfin, c'est devenu un peu quelque chose de politique, chose que nous, on s'en fout un peu de la politique. Notre seul but, c'était d'essayer de se sauver. La ville n'a pas forcément compris notre appel à l'aide non plus. Mais tout ça pour dire qu'au final, notre demande de rescrit fiscal, elle a été refusée pour 2 raisons. Donc, ils considéraient qu'on agissait pour un cercle restreint de personnes, donc des personnes masculines du même âge, donc à peu près entre 20 et 30 ans, et qu'on était un sport professionnel, donc le caractère sportif ne rentrait plus en compte. Donc à partir de là, on pouvait plus offrir la réduction d'impôt de 66 pour les particuliers pour un don et de 60 pour les entreprises. Je sais que vous aviez parlé un peu de l'argent qu'il y avait sur la cagnotte, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait beaucoup de promesses de dons. J'avais plusieurs entreprises qui étaient prêtes à donner 5 000 €. J'ai des particuliers qui attendaient début mai aussi pour faire des dons. On avait le fonds de dotation du Cercle des nageurs de Marseille qui voulait faire un don à hauteur de 10 000 €. On avait rempli le dossier pour. Donc tout ça, ça nous amène à, OK, sur la cagnotte, ce qui était visible à la fin, il y avait 9 000 €. Mais dans ma tête, on était très rapidement dès fin avril, début mai à 20 000 - 30 000 €. On aurait continué à démarcher des entreprises, même les petits commerçants. Moi, j'ai présenté le projet en ville, à des bars, à des restaurants. Ils étaient prêts à donner un petit peu, non, avec leurs moyens du bord. Il y avait vraiment une vague de soutien, mais ça nous a vraiment coupé
l'air sous le pied l'histoire du rescrit fiscal et à partir de là, on pouvait plus rien faire. Et est-ce que cette démarche-là, en partie, parce que tu as quand même démarché des entreprises, trouvé des potentiels partenaires, ça aurait pu être menée avant directement par le club et peut-être pas se retrouver dans cette situation Bien entendu, c'est ça qui est assez frustrant, c'est que nous, les joueurs, c'est pas notre job de faire ça, de trouver des sponsors, de trouver des mécènes, enfin de trouver l'argent pour nous financer. Là, pourquoi on le fait? Parce que personne n'a pris l'initiative de le f enfin, on va dire qu'il y a des personnes qui étaient en charge de le faire, mais qui, ne le faisaient pas. C'est un peu le mauvais côté des associations, c'est des bénévoles, qui ont rien gagné à part, je sais pas moi, la fierté personnelle de trouver des financements. Donc, au bout d'un moment, on se dit: «Bah, si personne ne le fait, faut qu'on prenne les choses en main» et c'est ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'en se donnant, les moyens, enfin, j'avais pas forcément non plus beaucoup de temps, enfin, j'avais les entraînements, je dois travailler à côté, enfin, les bénévoles aussi doivent faire ça, mais je veux dire, je me suis donné les moyens et en 2 semaines, j'ai réussi à avoir pas mal, de réponses positives. Donc bien sûr, ça met en question pourquoi, ils l'ont pas fait plus tôt, en fait, le problème. C'est qu'en fait, le club est dépendant, des subventions de la ville. Tout le monde sait que les subventions, publiques en ce moment, c'est pas ce qui va le mieux. Le gap financier, qui vous empêche de continuer, c'est un arbitrage dans la subvention de la ville, c'est ça? C'est une non-reconduction ou une réduction, c'est ça? Il y a différents problèmes. Donc déjà, on a un club, multisport, donc c'est un gros problème. Donc le début de l'histoire, c'est qu'en fait, la ville a demandé la fusion, de différents clubs en 2018. Enfin, elle a pas demandé, elle a ordonné la fusion pour avoir qu'une seule entité et avoir un club, de haut niveau de natation, de water polo et de natation synchronisée à Reims. Mais le fait d'avoir fait cette fusion, en fait, il y avait le club, du RN89 qui fonctionnait super bien, donc c'est là où il y avait l'équipe élite de water polo, qui a fusionné avec les autres clubs de natation de la ville et on va dire qu'il y avait un peu des conflits d'intérêts parce que, dans le passé, ça s'était pas passé super bien, quand ils étaient déjà ensemble et les personnes qui ont été embauchées, enfin, c'était une obligation, d'embauche, surtout les personnes, de la natation. On va dire qu'elles ont pas le même projet, la même vision, que nous, dans le water polo, que ce soit la performance et cetera. Petit à petit, le club, la section natation a pris un peu le contrôle, du club et surtout du comité directeur et je pense que vous savez très bien que dans un club, ceux qui prennent les décisions, c'est le comité directeur. Quand vous avez, 90 de nageurs dans le comité directeur et 10 de polo, quand au final, là, fallait faire un choix pour sauver le club, qu'est-ce qu'il fallait sacrifier? Ils ont décidé de sacrifier, le water polo élite. Parce qu'au final, la subvention de la ville, baisse, mais nous, on nous a vendu, qu'il y avait, une clé de répartition comme quoi, moi, je vais vous donner les chiffres, hein, je m'en fous complètement, mais historiquement, le water polo à Reims, ils avaient 200 000 € de la ville et c'était 20 000 € pour la natation. Cette année, on était à 180 000 de la ville et on nous a vendu le club qui avait une clé de répartition comme quoi, pour le water polo élite l'année prochaine, il y aurait plus que 116 000 € pour le water polo élite et le reste, de la subvention de la ville, ça serait pour les jeunes, la natation, etc. Ils ont réussi à avoir une réunion avec la ville là, le 13 juin, donc déjà c'est aussi assez drôle parce que nous on s'était fixé comme deadline le 31 mai, ils nous ont donné rendez-vous le 13 juin, donc ce qui était beaucoup trop tard et à ce moment-là, le maire a dit que: «Non, non, mais nous on vous donne l'argent et vous faites, ce que vous voulez avec». Donc le problème il est là. Pour la petite histoire, le club a dû présenter, 3 budgets au mandataire judiciaire pour savoir, quelle décision fallait prendre pour sauver le club. Donc, c'est le comité de directeur qui a fait ses budgets et qui a décidé, ses budgets. Donc il y en a un, c'était en supprimant complètement, le water polo professionnel à Reims. En 2, en ayant une équipe, professionnelle réduite et en 3, en ne changeant rien par rapport à cette année. Donc bien sûr, le troisième projet, il est pas viable parce il était déficitaire. Le deuxième, quand on prend toutes les dépenses du club, donc les entraîneurs de natation, entraîneurs de l'école de l'eau, entraîneurs de natation artistique, tous les entraîneurs de water polo et cetera, le projet était aussi, déficitaire. Donc au final, le seul projet, viable par rapport au projet qu'ils ont présenté, c'était, le premier, en supprimant le water polo élite et en gardant juste, 2 entraîneurs, pour le water polo, donc un entraîneur, classique et un alternant, par rapport au budget qu'ils ont présenté. Et au final, moi, je me suis amusé parce que vu que je suis représentant des salariés, j'ai eu tous les documents.
je me suis amusé à faire un 4e budget à ma sauce. Donc, c'est-à-dire, au lieu de supprimer toute l'équipe élite de water polo, juste de supprimer 2 entraîneurs de natation pour voir ce que ça pouvait faire, sachant qu'ils étaient 3 entraîneurs et que je pense que un pouvait suffire à entraîner les jeunes, sachant que, ils sont non classés, dans le championnat élite, de natation, hein, cette année. Donc, par rapport au ch bon, donc c'est par rapport à leur perspective de haut niveau, elle est pas du tout remplie. Donc je me suis dit: «Bon OK, on supprime 2 entraîneurs de natation. Je mets l'argent dans les subventions que j'ai trouvées avec, l'association Sauveras Water Polo, donc les 10 000 € de dons de particuliers et 10 000 € de Marseille. Et avec ça, en gardant, une équipe, réduite de water polo professionnel, donc c'est-à-dire avec, 8 joueurs, bah, au final, j'arrivais également avec un budget, avec une balance, positive. Avec des tableaux, on peut dire, n'importe quoi et qu'au final, pour moi, il existait des solutions, même sans trouver, forcément d'argent en plus, pour réussir à se sauver. Donc c'est là que c'est un peu, moi, j'ai envie de c'est un peu ironique, de se dire qu'on disparaît pour rien ou pour, des conflits internes, dans le club parce qu'on a un club multisport et qu'on n'a pas le water polo n'est pas prioritaire, dans le club. Après, c'est mon avis personnel. Une question, Julien, quand cette suite de prises de décision, a mis à risque la non-poursuite de l'activité poloistique, au sein du club de Reims, donc la disparition, ça a pas fait infléchir, les gens? Ils sont restés dans ce truc-là? Parce que des fois, tu peux dire: «Oui, bon, les gars, tu es au pied du mur» et ouais, quand tu es au pied du mur et qu'on dit: «Attendez les gars, si on continue dans cette voie-là, on disparaît», ça a pas fait infléchir les positions? Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est un peu l'effet inverse. C'était un peu un soulagement, dans le club parce qu'en fait, je pense que vous pouvez même pas imaginer, enfin, je sais même pas comment appeler ça, mais l'ambiance dans le club est vraiment, néfaste, entre les sections et tout ça est dû à la fusion qui a été, ordonnée par la ville. Mais du coup, c'est pas une ambiance de travail où tu peux avoir de la performance parce qu'en fait, chaque section va se mettre, des bâtons dans les roues. Donc quand en fait, ils ont appris que nous, on était en difficulté et qu'on allait sûrement être sacrifiés parce que, c'est vrai quand on regarde les chiffres, c'est nous qui avons le plus, de contrats, dans le club parce qu'on est des joueurs, enfin, c'est notre métier et donc oui, bien sûr, la solution la plus simple, c'était de sacrifier tous les contrats pour que le club, puisse agir dans son redressement judiciaire et ne pas être liquidé, la saison prochaine. Après, je pense ce qu'ils ont oublié de prendre en compte, c'est que là, les subventions de la ville, elles ont déjà été votées pour la saison prochaine. Donc peu importe, qu'on disparaisse ou pas le water polo élite, elles vont rester les mêmes. Mais dans un an, elles vont largement baisser et là, quand je regarde le budget où tu as une balance positive de 20 000 €, si, la subvention de la ville, va baisser de 50 000, parce qu'il y a plus de water polo élite, bah, au final, dans un an, leur balance, elle fera négative alors qu'en redressement judiciaire, tu dois avoir une balance positive d'au moins 10 000 € par rapport, on va dire, aux dettes, qu'ils ont par saison sur 10-15 ans, je pense, voire 20 000 € par saison. Donc oui, c'est assez triste et dommageable d'être en arrivé là. Après, il y a diverses raisons, pourquoi aujourd'hui le club, avait un trou financier. C'est que, pendant le covid, le club, donc le comité directeur a décidé de rembourser, les licences, enfin les cotisations à tous les adhérents. Je pense qu'on doit être un des seuls, une seule asso en France à avoir fait ça. Donc bien sûr, bah, ça fait un trou parce qu'on tu pas de recettes, derrière. Ensuite, ils ont jamais augmenté le prix des licences. Enfin, des cotisations, je crois que ça doit être à 280 €, sachant que chaque année, on a, entre 5 et 10 d'inflation. Nous, bon, on garde le même prix et tout ça, pourquoi il y a pas de décisions qui sont prises? Parce que plus de plus il y a de personnes dans le comité directeur, moins tu peux prendre de décisions parce que tout le monde, doit être d'accord. Donc au final, bah, bien sûr, nous, le nombre d'adhérents et à cause de aussi des tensions internes, il est passé de 1 200 à 900 adhérents, donc tu as 300 adhérents en moins. Tu as le prix de la licence qui augmente pas. Bah, au final, sur, 1, 2, 3, 4 saisons, tu as un manque à gagner et tu as un trou financier et tu en arrives à la situation, d'aujourd'hui où, intérieurement, tu diras: «Ah bah, c'est la faute de la section Watakolo parce qu'ils ont pas respecté leur budget. Ah, c'est la faute de tel et tout». Bah, au final, on fait partie du même club. Faut trouver des solutions, pour s'aider à se sauver. Faut pas s'entretuer et c'est ça qui m'impacte beaucoup parce que, franchement, on a une place importante dans le water polo français. On est bien vu par tous les clubs. On l'a bien vu, quand on a lancé notre, mission sauvetage et de disparaître pour rien, c'est ça qui impacte le plus, surtout nous les joueurs, parce que franchement, j'ai fait beaucoup de clubs. Enfin, j'aurais aimé en faire moins aussi, mais
Chaque année, il y a beaucoup de joueurs qui partent parce qu'ils ont réussi à faire à Reims dans l'ambiance de travail, que ce soit avec Sacha Krivokapic au club qui arrive à 18 ans, et cetera, et Nicolas Missy et les autres joueurs, et qu'en fait, tout le monde voulait rester. Tout le monde, même les étrangers qui venaient d'arriver cette saison, ils étaient impliqués dans le projet, ils ont participé au projet, ils voulaient nous aider à nous sauver. Je leur ai donné beaucoup d'espoir et c'était en mode Julien, quand est-ce qu'on sera sûr qu'on puisse rejouer ici l'année prochaine? Parce que là, on cherche pas de club parce qu'on y croit vraiment. Et on dit, mais ouais, au final, on méritait pas ça. Donc Julien, on a vu au fur et à mesure des dates un exode quand même. Donc Krekovic est parti, Leovic est parti. À Montpellier, les deux. J'ai vu Willemsen là, qui est parti à Douai. Barnabé Lambert, il est parti, je ne sais plus où. À Moucron. À Moucron, c'est ça, en Belgique. Donc, il reste les cas Babic, Nicolas Missy, Deby, toi. Est-ce que tu as déjà gardien, c'est pas toujours évident parce qu'il y a qu'un poste, grosso modo. Est-ce que tu as déjà des pistes pour pouvoir rebondir? Ouais, j'ai plusieurs pistes. J'ai vu qu'il y avait une possibilité d'opportunité en Allemagne, à Duisbourg, parce que j'avais vu ça sur leurs réseaux sociaux, comme quoi leur gardien arrêtait et qu'ils cherchaient un gardien. Franchement, moi, j'aime bien la mentalité allemande. Je viens d'Alsace, j'ai passé le bac allemand, je parle allemand. Ils jouent l'Eurocup. Je me suis dit que ça pouvait être une très belle expérience. Du coup, j'ai contacté le club. J'ai fait un entretien avec eux. Quand je les ai contactés, ils avaient déjà recruté un jeune gardien espagnol et ils m'ont dit qu'ils étaient en contact avec un autre gardien. Au final, là, j'ai eu la réponse en début de semaine, comme quoi ils avaient finalement recruté l'autre gardien. Donc, ils avaient l'équipe complète et déjà 2 gardiens. Donc, j'étais assez déçu. On m'a pas donné les raisons, mais je pense que c'est des raisons financières. Je pense que les joueurs qui vont là-bas, de ce que j'ai compris, le deuxième gardien qu'ils ont recruté, c'était pour faire ses études. Donc, à mon avis, il doit pas être forcément payé ou pas grand-chose. Mais en tout cas, j'ai pas les raisons parce ils m'ont pas répondu. Donc à partir de là, moi, en amont, j'étais en contact avec d'autres clubs et que je les ai relancés pour essayer de trouver quelque chose en France. Mais comme vous dites, gardien, c'est compliqué parce que c'est pas comme joueur. Joueur, tu as 11 places dans une équipe. Gardien, c'est seulement 2 gardiens et c'est pas forcément évident. Mais là, ouais, je suis en contact avec 2 clubs français. On va voir ce que ça donne. Mais j'espère être fixé rapidement aussi pour s'enlever un poids mental. Mais ça devrait le faire. Mais en tant que premier gardien ou deuxième gardien, du coup? Bah, ça dépend les clubs. Ça veut tout et rien dire non plus. Oui, il y a un club où je suis en contact. On me propose d'être un deuxième gardien pour, euh, pour donner sa chance au, au premier. Et moi, je l'accepte complètement. Moi, enfin, ce qui est important aussi, c'est la manière dont on s'entraîne. Et après, ce qui se passe en match. Après, il y a un autre club où ce serait plutôt pour être premier gardien. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour avoir une équipe compétitive et en première division? C'est d'autres questions auxquelles j'ai pas la réponse pour le moment. Donc ouais, c'est pas évident. Est-ce que le nouveau statut d'international change un peu la donne pour toi? Est-ce que comme tu es un peu plus mis en avant et dans la lumière, est-ce que ça attire un petit peu plus de gens ou ça n'a rien changé? Ouais, je dirais que c'est un peu le contraire parce que mon prix de transfert il a augmenté. Donc c'est comment dire? Moi, ça m'arrange un peu moins d'avoir joué. Mon transfert était de 2 000 € et maintenant il est passé à 3 000 €. Donc, sachant les conditions actuelles des différents clubs, enfin 1 000 €, ça reste 1 000 €. C'est pas anodin. Donc, oui, c'est clair. Personnellement, d'un point de vue sportif, je suis très content d'avoir joué des matchs internationaux la semaine dernière, que ce soit à Malte ou en Serbie, où j'ai pris beaucoup d'expérience, beaucoup de plaisir et j'ai adoré ça et je pense avoir passé un cap cette année à Reims, dans la manière dont je me suis entraîné et de l'aspect mental. Mais c'est vrai que au final, avec toutes les règles de la fédération, ça devient encore plus compliqué de changer de club, à l'heure actuelle, surtout que j'adore Reims et cetera, mais est-ce qu'ils auront forcément besoin de cet argent, s'ils jouent la N3? Je sais pas et le seul moyen de pas avoir de transfert, c'est que le club soit liquidé. C'est un peu ce qui s'est passé avec Tourcoing l'an dernier. Je sais que Reims a dû payer, mon transfert à Tourcoing et qu'un mois plus tard, ils ont été liquidés. Donc, où est passé cet argent? Bah, j'en ai aucune idée.
C'est assez frustrant, ouais, d'avoir, ce genre de choses, mais bon, on fait avec et ça va pas, je pense, empêcher à trouver un club. En tout cas, je l'espère parce que moi, j'ai envie de continuer de jouer à haut niveau et à performer et à passer des caps, tous les ans donc Est-ce que la porte nationale 1, on ne sait jamais, fait aussi partie des plans de repli ou vraiment, bon après c'est sûr que ça peut être frustrant parce que bah, tu étais dans un club Reims où voilà, tu t'es entraîné dur, vous avez gagné une place on le disait en Coupe d'Europe, malheureusement ça s'arrête. Là tu es international. Bon, est-ce que après tu as la chance quand même d'avoir une deuxième casquette d'ingénieur, c'est pas très courant dans le monde du water polo, donc peut-être aussi quand même à souligner cette performance-là, parce que d'avoir un double cursus, voilà, c'est très important. Et on insiste auprès peut-être des jeunes qui nous écoutent, bah, de ne pas se consacrer 100% au water polo parce que c'est difficile d'en vivre, hein, on l'a suffisamment dit. Et notre ami Frédéric Durand dit même que c'est pas un métier. aujourd'hui, la question se pose, ouais. Mais oui, moi, c'est vrai que enfin, c'est mon équipe de vie, hein. Ça fait ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je suis diplômé. Ça fait, 4 ans que je travaille, en 100 télétravail à mi-temps, enfin, c'est devenu, un équilibre et moi, je me vois pas, faire sans. Enfin, faire que du water polo, ça m'intéresserait pas parce que, je pense que je m'ennuierais, la journée. Je veux dire, c'est bien beau de s'entraîner le matin et le soir, mais au final, de s'occuper l'esprit l'après-midi tout en ayant un deuxième salaire, moi, c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Donc de ce point de vue-là, je suis très content et j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et après, pour la question de la nationale 1, bien sûr que j'y ai pensé. Un de mes rêves depuis tout petit, c'est de jouer en première division, avec Mulhouse. Donc bien sûr que j'ai sondé, le club, le projet, les ambitions, pour les conditions, enfin et cetera. Au final, si j'ai des opportunités en première division, je préfère largement ces opportunités-là, sachant que tout le monde sait qu'il y a un gap, entre la première et la deuxième division, soit du niveau, je parle aussi de l'investissement. C'est rien contre les joueurs, mais je veux dire en national 1, c'est pas professionnel donc tout le monde a un travail à côté donc c'est déjà beau de pouvoir s'entraîner, 1 fois par jour mais de vouloir s'entraîner, 2 fois tout seul et de pas avoir forcément la perspective de monter parce que si on monte, alors admettons, bien sûr, moi je me suis fait la réflexion, si admettons tu finis champion de N1, tu as envie de monter, tes joueurs, ils vont forcément, l'ossature va rester la même et tu vas juste ramener des pièces, pour, renforcer ton équipe. Mais, au final, ça va rien changer parce qu'ils vont pas pouvoir s'entraîner plus et donc, c'est vrai qu'à partir de là, le projet, m'intéresse moins et c'est pas un choix de carrière que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que, bah, j'ai toujours envie de jouer à haut niveau. Mais c'est vrai que la question, elle s'est posée et c'est un vrai choix de vie, possible parce que oui, j'ai pas le je peux y aller, sans demander, «Ah oui, ben, j'ai envie d'être payé tant», si j'ai un projet en national 1, par exemple à Mulhouse, je sais que je ne demanderai pas forcément d'argent, mais ça m'intéresse pas aujourd'hui. La question, donc on a fait un peu le tour d'une partie de l'équipe. Donc si je comprends bien ce que tu nous as dit, Nicolas Missy, lui, il reste là-bas en espérant que le Ça projet, ah, parce si le projet si si le projet des 8 ans est pas accepté, il s'en va? bah, c'est ça, si, le club n'accepte pas, leurs conditions avec Sacha, bah, il a aucun intérêt. C'est triste à dire, mais enfin, ça on va dire sa vie personnelle, elle rentre quand même encore en jeu. Il vient d'aménager, dans une maison, sa femme vient d'accoucher de leur deuxième enfant, la semaine dernière. Donc bien sûr que lui, il a envie de rester à Reims, mais je veux dire, il va pas de ce qu'il m'a dit, hein, je sais qu'il va pas m'en vouloir que je le dise, mais il va pas, accepter, le projet du club, s'il y a pas les conditions réunies. Je sais qu'il a demandé, plus de créneaux, d'entraînement, au club et à la ville parce que, actuellement, maintenant ils veulent, vu la situation, vu qu'il y a plus les pros, ils veulent, repartir de zéro et axer sur la formation des jeunes. Mais il leur a dit: «Avec les conditions actuelles, le nombre de créneaux que vous leur, offrez, c'est impossible, de faire, du haut niveau et de former les jeunes». Donc si déjà ça, c'est pas réuni, il va pas se planquer là-bas, juste avec son petit salaire en disant: «Oui, oui,
dans 8 ans, on va remonter en pro, alors que les conditions sont pas du tout réunies. C'est un homme de challenge. Et si le challenge n'est pas envisageable et que même s'il atteint pas ses objectifs, il serait pas du tout frustré que le club le vire parce que il n'arrive pas à faire monter le club et à faire progresser les jeunes. Donc, si le projet il n'est pas viable, et bien sûr qu'il va pas rentrer dedans et qu'il va essayer de trouver autre chose. Je sais il a des 2-3 contacts à droite, à gauche, mais pour continuer en tant que joueur ou d'entraîner dans d'autres clubs. Mais bien sûr qu'il est pas figé à rester à Reims et qu'il est ouvert à d'autres opportunités. Et David Babic, qui est un joueur, j'allais dire «bankable» entre guillemets. Bon, lui, c'est un 90, je crois. Il a 35 ans. Lui, il a trouvé une porte de sortie, tu sais? Ou faut pas en parler? Ou Ouais, je sais avant non, non, c'est pas qu'il faut pas en parler. Je sais qu'à la fin de la saison, il était en contact avec plusieurs clubs. Je suis pas sûr que ça ait donné quelque chose quelque part. Je vous avoue qu'aujourd'hui, il est parti en quelques semaines en vacances pour s'aérer l'esprit avec Barnabé Lambert. Donc, je pense qu'il essaye aussi de faire un reset dans sa tête et de se poser un petit peu et de recharger les batteries. Est-ce que pendant ce temps-là, il a réussi à trouver une nouvelle opportunité? Je lui souhaite parce que il le mérite et il peut avoir cette réputation, comme vous avez dit au début, mais c'est vraiment un bon gars et il peut apporter beaucoup dans une équipe parce que il a beaucoup d'expérience. C'est un bon joueur. Qui peut, même si un jour il va se faire un mauvais match, il peut te faire changer le match sur une action. C'est une très belle personne aussi. Donc, je lui souhaite tout le meilleur et j'espère que pour lui, parce que je sais qu'il n'a pas envie d'arrêter le water polo et je sais que c'est toute sa vie et qu'il a fait toute son ossature par rapport à ça depuis qu'il est arrivé à Nice il y a je sais pas combien d'années. Donc, j'espère qu'il va trouver quelque chose d'intéressant pour lui et où il va trouver beaucoup de plaisir à s'entraîner, à jouer et qu'il va pouvoir avoir un équilibre de vie. Pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. C'est quand vous, comme vous dites, est-ce que le water polo, c'est encore professionnel? Est-ce que c'est encore un métier? La question se pose. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de jouer dans des clubs où tu te sens bien mentalement. Et quand tu te sens bien mentalement, c'est là où tu vas performer plus. Donc, je lui souhaite de trouver un club où il aura cet équilibre. Julien, bah, merci déjà pour toutes ces précisions. Donc, je te propose qu'on bascule côté équipe de France, puisque tu avais déjà fait, il me semble, quelques apparitions en équipe de France, mais là, tu étais 100% intégré au groupe qui a participé aux qualifications pour les championnats d'Europe qui auront lieu en janvier à Belgrade, et suivi, tu l'as un peu dit dans l'interview déjà, d'un stage en Serbie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette aventure déjà? Et après, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail, et notamment sur le match qui nous interpelle, ou qui nous a interpellés, puisqu'on a fait un focus là-dessus, sur ce dernier match nul contre Malte. Ben, non, mais du coup, là, c'est une belle aventure depuis la fin du mois de mai. C'est vrai qu'une partie du groupe, on a commencé un stage de préparation à Vittel. Quand je dis une partie du groupe, c'est parce que les Marseillais avaient encore le Final Four de Champions League à Malte, donc ils n'ont pas pu être présents avec nous. Mais du coup, c'était un groupe élargi avec pas mal de jeunes, parce que de ce que j'ai compris, ils avaient les championnats d'Europe U18 cet été aussi, donc c'était aussi pour qu'ils s'entraînent avec nous. Donc, à l'issue de ce stage à Vittel, il y a une liste de sélection qui a été sortie pour le tournoi qualificatif à Malte et le tournoi amical en Serbie. Une fois qu'on est arrivé à Malte, les Marseillais nous ont retrouvés et du coup, on était le groupe au complet. On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble et mettre en place la tactique, sachant qu'on a dû se retrouver le vendredi et on a commencé les matchs le samedi ou près, ça devait être ça. Mais non, non, l'ambiance dans le groupe était vraiment bonne. On était contents de se retrouver tous ensemble et d'avoir des matchs internationaux à jouer. On a très bien commencé contre le Portugal et l'Ukraine. Et enfin, si vous voulez, on peut pas parler du match de Malte, mais du coup, c'était le dernier match du tournoi donc à Malte. C'est vrai que le résultat, match nul, mais moi, je retiens la victoire parce qu'on a quand même gagné au penalty et un match, au final, ce qu'on regarde à la fin, c'est le résultat. Donc au final, on a gagné et on est premier du groupe. Pour moi, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'on va retenir de ce match-là. Après, si on regarde plus en détail, oui, on a fait un mauvais match. On a beaucoup loupé en attaque.
On n'a pas joué à notre niveau, ce qui a reflété le score. Après, moi, dans n'importe quel match, où il y a l'aspect négatif, donc là, l'aspect négatif, on est conscient, on n'a pas bien joué. Après, l'aspect positif, c'est qu'on était mené 7-3 à Malte. Peu importe, l'équipe contre qui on joue, on a montré une force de caractère et on a réussi à revenir et au final à gagner le match. Donc, pour moi, ça montre, le caractère de cette équipe que même, si, tout se passe pas forcément, bien, dans un match, ben, on a la capacité mentale à ne rien lâcher et à engranger, donc cette victoire et au final, on a fait 3 matchs, 3 victoires. On s'est qualifié pour Belgrade. Le contrat est rempli et on a direct quitté, pour un tournoi amical international, en Serbie où là, on a affronté, des équipes, d'un niveau, supérieur et c'était assez intéressant aussi parce qu'on a pu jouer 3 matchs au plein, tous ensemble. Donc et de mettre un peu en place, la tactique, d'avoir du temps de jeu ensemble, de créer des automatismes et c'est vrai on a fait 3 bons matchs. On a vu beaucoup de positifs, un peu du moins bon, aussi, ce qui est tout à fait normal, dans l'enchaînement des matchs, la fatigue et le fait de pas jouer forcément, souvent ensemble. Mais moi, je dirais que cette semaine de compétition, c'était plutôt positif, il y a eu beaucoup de c'est l'après-jeu, il y a eu beaucoup de nouveaux, dans la liste. Moi, le premier, c'était la première fois que je commençais des matchs, en équipe nationale, donc c'est un palier à passer. Dans l'équipe, il y en a beaucoup, il y a 6 mois, ils avaient jamais été sélectionnés. C'est un début de cycle, comme, le coach peut dire et là, on continue à s'entraîner. On est avec un Roussillon. Le but, c'est de créer un groupe. Il y a vraiment une bonne ambiance. Moi, je me sens bien intégré, tout le monde se sent bien, donc il y a beaucoup de positifs, même si, de temps en temps, comme vous dites, ce résultat on peut se poser des questions, mais moi, je ne vois pas de ce point de vue-là et de l'intérieur, non plus. On avance, jour après jour. C'était quoi la répartition, des gardiens? Est-ce que le sélectionneur a fixé une règle, puisque tu étais accompagné de Arshak, le gardien du Cercle? Qui a commencé? Vous aviez une alternance? C'était défini à l'avance? Qui a fait finalement ce dernier match? Comment c'était Alors, réparti? c'était pas du tout, défini à l'avance. C'était à la réunion d'avant-match, on nous disait, qui commençait. Donc, sur, le Portugal et l'Ukraine, on a fait, 3-1 et 3-1. Après, contre Malte, c'est moi donc quand je disais 3-1, c'est 3 Arshak, 1 moi et contre Malte, c'est moi qui ai commencé le match. Je fais 2 cartons et demi et Arshak a fait la fin et il a fait la séance, de tir au but et après en Serbie, il a joué tout le match contre les Pays-Bas et moi j'ai joué tout le match contre la Serbie et contre la Roumanie. C'était pas du tout prévu d'avance. Je sais pas, quels sont, les critères. Enfin nous, on nous dit: «Bah, on joue quoi», donc c'est comme ça. C'est même pour dans les clubs, hein, c'est le poste de gardien, souvent soit tu joues pas. Mais mais non, non, après il y a eu une très bonne entente entre nous et on s'est beaucoup aidés quand l'un jouait et l'autre était sur le banc et il y a une belle entraide et contre Malte, je sais qu'il a arrêté le pénalty décisif pour la séance de tir au but, ce qui nous a permis de gagner et on en était très contents. Qu'est-ce que vous avez fait donc vous avez battu les Pays-Bas. Qu'est-ce que vous avez fait contre la Serbie et la Roumanie? J'ai pas réussi à Heu, voir les résultats. donc ouais, le vendredi, on a joué les Pays-Bas, on a gagné, d'1 but, je crois à 17-16 si je m'en souviens bien. Le samedi soir, à 20h30, on a joué la Serbie. Au final, le résultat final, c'est 16-13 pour la Serbie, mais le match était serré de bout en bout. Je sais qu'on était à -1, une grande partie, du match. Je pense que c'était le meilleur match de notre semaine. On a vraiment bien joué, que ce soit tactiquement ou physiquement. On a bien répondu, on avait beaucoup d'envie. Donc je pense que c'est un peu un match, référence, sachant que c'était la Serbie en face et que, bah, c'était la vraie Serbie, quoi. Et le lendemain matin, on a enchaîné direct, contre les Roumains à 8h30. Donc pas forcément évident, d'enchaîner avec si peu de repos, mais pareil, avec la même envie, on est rentré dans le bassin et je crois on a perdu 15-14 sur la fin. Mais pareil, beaucoup d'enseignements sur ces matchs-là et c'est pas forcément le résultat le plus important, mais le contenu, qu'on a apporté, pendant ces matchs-là, il y a vraiment beaucoup de positifs.
C'est quoi la suite là pendant l'été? Est-ce qu'il y a des stages qui sont prévus? Est-ce que vous avez déjà un peu un plan, même jusqu'au mois de janvier, pour préparer ces championnats d'Europe? Bah là, pour cet été, on a 2 stages de 10 jours. Donc là, on est 10 jours à Canet-en-Roussillon. Donc on a commencé le 19 juin et on termine le 29. Et après, on enchaîne avec 10 jours à l'INSEP du 2 au 12 juillet. Après, pour cet été, c'est tout. Et après, je pense qu'on commencera la préparation au championnat d'Europe de Belgrade en décembre, à la fin de la première phase du championnat. Pour moi, je connais pas les dates, mais sur le plan, je pense que c'est ça. Peut-être, juste, revenir un peu encore sur ton cas personnel. On avait déjà échangé à Montpellier, donc on a fait une petite interview, en direct. On sent quand même ton enthousiasme. On a l'impression, voilà, que tu prends beaucoup de plaisir, donc à être là, à profiter du moment présent. J'ai évoqué que tu voulais continuer à performer, jouer, plutôt, donc en élite. Bon, ce qui est bien dommage, c'est que comme on le pressentait un petit peu, on a quand même encore un club de moins pour l'année prochaine, en élite. On sait que peut-être Bordeaux, se pose la question, de monter ou pas. Donc on va se retrouver, si je compte bien, encore un championnat, à 8. Oui, tout neuf, tout neuf. Ouais, si Bordeaux monte pas et que Reims, arrête, on a que Douai qui monte. Donc c'est déjà à 8, donc on reste à 8. Alors, mais si Bordeaux monte, c'est un championnat neuf qui est bancal aussi, parce que tu as une équipe qui est exempte toutes les semaines. C'est pas tous les championnats, c'est des championnats avec des équipes paires. T'as pas de championnat avec des équipes impaires. Donc Bordeaux, moi j'en discute avec Patrice Pecker de temps en temps. Ils sont pas sûrs, effectivement. Ils sont pas sûrs parce qu'il y a toutes les conditions sont pas forcément remplies pour monter. Je laisserai un jour s'exprimer là-dessus. Effectivement, l'année post-olympique, on en est donc au 3e club qui ne reprend pas. Tourcoing, Noisy, Reims. J'avais déjà tiré la sonnette d'alarme, mais bon, on te prend un peu des fois pour un rabat-joie ou machin, mais je suis pas surpris vraiment de ce qui se passe et c'est préoccupant et je pense que le modèle économique du polo va falloir quand même réfléchir à ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire et tu peux pas perdre 3 clubs. S'il y a pas ça en Grèce, il y a pas ça en Espagne, de perdre trois clubs comme ça, de ta division la plus élevée, pour des raisons, structurelles et financières, hein. Enfin, à Reims, c'est pas lié au poste olympique. C'est juste que, ok, ça arrive un an après les Jeux, mais c'est pas du tout lié aux Jeux. C'est un peu l'histoire pourrait prêter à croire que c'est post olympique, encore un club qui coule après les Jeux, mauvaise gestion à cause des Jeux. Et c'est pas forcément le cas. Mais après, oui, au niveau de la structure, bien sûr, en fait, pour moi, les clubs se reposent trop sur l'argent public. Et oui, l'argent lié, qui est dédié au sport après les Jeux va fortement baisser. Donc là, pour moi, c'est de changer un peu la structure et de trouver des financements privés. Et comment trouver des financements privés? C'est de s'en donner les moyens et de faire des recherches, etc. Je sais qu'il y a des clubs qui arrivent très bien à le faire et c'est très beau à voir. Et je pense que même si on a un sport peu connu, peu médiatisé, c'est un peu pour ça aussi que on galère à trouver des financements privés parce on n'est pas assez connu. Mais il faut juste se faire connaître dans sa ville en démarchant, en se déplaçant. Il y a forcément du potentiel. Je sais que je connais pas toute l'histoire de Bordeaux aussi, mais je sais que quand on sait pas encore s'ils vont monter, c'est parce qu'ils sont en négociation avec la ville pour avoir des financements en plus. Donc, au final, ça serait encore un club qui serait lié au financement public. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la meilleure des solutions de dépendre de la municipalité, sachant que c'est assez bancal, les financements. Je ne reliais pas le destin de Reims je sais que Reims, ça n'a rien à voir avec les Jeux. Je disais juste qu'un an après les Jeux, on en est au 3e club qui périclite et c'est pas rien quand même, quoi. Donc c'est triste et c'est pas rien quand même. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je disais ça. C'est assez triste pour le championnat. Alors, on va bientôt arriver donc à la fin de l'interview, mais je voudrais quand même revenir sur donc une situation. On sait que donc, on l'a dit plusieurs fois, le poste de gardien dans une équipe, il y en a 2. On a évoqué l'absence de Hugo Fontani
dans cette sélection. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Ça, peut-être, nous apportera la réponse dans une prochaine interview, parce que je crois qu'il est assez sollicité et un peu sous le feu des projecteurs compte tenu de cette décision. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors, je sais que on en avait parlé, hein, tu te bats, entre guillemets, voilà, tu te donnes à fond pour performer, donner le meilleur de toi-même et être présent. Mais comment tu vois la suite, justement, par rapport à ta présence en équipe de France? Faut dire que le problème des réseaux sociaux, c'est de créer des fausses polémiques. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un. J'aime pas les polémiques. Je trouve que ça sert à rien. C'est pour faire du buzz pour rien et de faire des posts sur des choses qui sont pas vérifiées. Enfin, je veux dire, enfin, ça n'a aucun intérêt à part faire parler. Chacun prend ses décisions et on les respecte. Je connais pas l'histoire, je connais pas ce qui va se passer par la suite. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas mes oignons. Ils vont, chacun est impacté. Non, comment je pourrais dire ça? Enfin, ils vont regarder entre eux ce qui va se passer, etc. C'est vrai que moi, c'est un peu. Moi, comme je disais, moi, je m'entraîne et si on me demande est-ce que à la préparation à Belgrade, je serai là, j'en ai aucune idée. Il y a rien dans le sport, il y a rien qui est écrit. Un jour, on peut être là, un jour, pendant 2 ans, on peut ne plus être là, sans forcément avoir les raisons derrière. Donc, euh, donc non, c'est un peu au jour le jour. Et moi, je suis très content là, d'avoir pu avoir cette expérience. Et connaissant Hugo pour l'avoir côtoyé pendant plusieurs saisons, je suis sûr qu'il est très content pour moi. Moi, je sais que c'est le meilleur gardien français et je sais qu'il va beaucoup apporter encore à la France. Mais après, tout ce qui est extra sportif, je pense que ça ne nous regarde pas et c'est la personne concernée qui en parlera avec l'autre personne concernée. Et nous, on fait juste notre travail et tout ce qui se passe à côté, c'est pas à nous de nous en occuper. Et comme on dit maintenant, toi, tu kiffes le moment présent, quoi. Exactement. Donc, on bascule du côté des championnats U20 qui avaient donc la finale s'est déroulée. On connaît le classement final. Donc, l'Espagne est championne du monde en jeunes U20 contre les États-Unis, donc dans une victoire 14-11. Pour la médaille de bronze, la Croatie s'impose face à la Hongrie et donc finit sur le podium. Frédéric, tu veux nous donner le classement global? Ouais, juste avant, on sait que les championnats U20, c'est l'antichambre vraiment de ce qui va se profiler dans les années futures au niveau des grands. L'Espagne, c'est pas anodin. L'Espagne est championne du monde des U20 donc pour la première fois depuis 34 ans. Il y a 34 ans, c'était la génération des Gomez, Garcia, Jesus Roland qui avait été champion olympique ensuite à Atlanta en 96. Très souvent, quand même, les équipes qui sont titrées en U20 vont sur les podiums olympiques plus tard. Les Grecs l'ont été. Alors, ils n'ont pas été champions olympiques, mais ils ont été médailles d'argent. Et donc, c'est une catégorie qui est très importante parce que si tu performes là, ben, il n'y a pas de raison que tu ne performes pas un an après chez les grands. Les USA sont en finale avec un Ryder Dodd qui a fait un tournoi magistral, qui est MVP du tournoi, qu'on a mis 7, je crois, contre la Hongrie en demi. Donc, les US sont en train de se bâtir une petite génération bien comme il faut pour les Jeux de 2028. Est-ce qu'ils auront le retour des joueurs qui ont décidé un peu de mettre entre parenthèses leur carrière, Ben Alloc, comment il s'appelle, Bowen, mais en tout cas, les frères Dodd que je suis depuis un petit moment, parce qu'ils sont très jeunes. Il était à Paris, Ryder Dodd. Ils ont une équipe quand même qui est super performante. Les Croates arrivent à glaner le bronze à la maison, en battant quand même les Hongrois de manière assez significative, 13-8. Et donc, ça nous donne un classement. Donc, Espagne, USA, Croatie sur le podium dans cet ordre-là. La Hongrie, les Serbes finissent 5e, puisqu'ils passent le Monténégro pour le match de la 5e, 6e place. Les Grecs sont 7e, l'Italie 8e. L'Allemagne, qui se porte pas bien chez les A, mais qui est quand même 9e du championnat du monde U20, ce qui peut laisser à penser que l'Allemagne aura des jours meilleurs que ce qu'ils ont actuellement. Ensuite, on a l'Australie, la Chine, l'Iran. Donc là, on a quasiment que des pays hors Europe. L'Iran, le Brésil, le Canada, l'Argentine, le Kazakhstan, la Colombie
Singapour qui finit pas dernier, hein. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient peut-être que Singapour allait finir dernier. L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Donc voilà ce championnat du monde qui comptait 20 équipes, qui a eu lieu à Zagreb, et donc qui voit l'Espagne triompher. Donc ça laisse augurer en tout cas des belles années. Quand tu es champion du monde des U20, tu as 10 années, t'as 10 années quasiment tranquilles devant toi. Tu n'as pas de joueurs qui arrêtent beaucoup. Et quand tu domines, ils ont fait un vrai championnat du monde, hein. Ils ont mis 23-9 au Monténégro. Là, ils gagnent les US qui étaient très costauds en finale. Donc écoute, voilà, on retrouve un petit peu toujours les mêmes, j'allais dire. Et voilà. Oui, la seule dans les 9 premiers, seul pays hors Europe à figurer dans ce classement, c'est les États-Unis qui vont en finale. On sait qu'ils avaient fait des beaux jeux de Paris 2024. Et là, qui va en finale dans un beau match et qui s'était aussi donc imposé contre la Hongrie en demi, 18-16. Donc, effectivement, les USA, toujours présents en sport, quelles que soient les disciplines, quasiment. Voilà, et la Croatie, on sait que le water-polo croate ou hongrois aussi, t'es toujours dans le top niveau. Mais les US, médaille de bronze à Paris, médaille d'argent là au championnat du monde U20. Donc quand on sait la ferveur un peu patriotique, ils seront pas faciles à jouer à la maison dans 3 ans. Donc ouais, une permanence quand même des résultats. Mais en fait, ce qui s'explique assez facilement, hein, tu as grosso modo en Californie, tu as une dizaine de facs. On s'étonne toujours des résultats des États-Unis parce qu'ils n'ont pas un championnat comme nous on le connaît avec des matchs aller-retour machin, mais ils ont un championnat universitaire avec donc tu as une dizaine de facs, je vais pas toutes les dire, mais bon, UCLA, USC, tout ça, Stanford. Et en fait, tu as 4 années de cycle universitaire et tu as grosso modo 10-12 joueurs qui arrivent en première année. Tu en as 10-12, tu as 50 joueurs à peu près par fac, 40-50 joueurs, donc 10 facs, tu as 500 joueurs. Donc mine de rien, les US, ils ont du gabarit, ça nage, ça a le mental qu'il faut. Et en fait, ils ont cette espèce de cycle où quand tu rentres en première année, le gars qui est en 4e année, il y a que 4 ans d'écart, et tu as grosso modo un vivier de 400 joueurs. Ce qui est quand même pas... On n'a pas ça, nous. On n'a pas un vivier de 400 joueurs comme ça. Donc la permanence des USA, et puis c'est un sport aussi olympique, où ils sont quasiment, eux, assurés de participer à chaque fois aux Jeux. Ça, c'est très important aussi. Quand tu es en équipe des États-Unis, tu vas aux Jeux. Le Brésil, le Canada, Cuba empêcheront pas les États-Unis de se qualifier. Donc voilà, ils ont un mouvement poloistique qui est toujours positif. Oui, on sent un candidat sérieux à domicile pour les prochains Jeux, pour la médaille d'or en water-polo, que ce soit masculin ou féminin. On sait qui mettront les moyens pour bien se préparer et performer sur cette compétition. On arrive à la fin de cet épisode où on avait donc comme invité le gardien international Julien Hoffner, ex-pensionnaire du club de Reims, à qui on souhaite de trouver le meilleur club possible pour continuer à évoluer, à performer, à se retrouver dans les groupes de l'équipe de France et pourquoi pas, tout le mal qu'on lui souhaite, c'est disputer les championnats d'Europe à Belgrade au mois de janvier. Merci Julien d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci. Ciao. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.